Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, donc c'est parti, on y va. Les bilans lecture, c'est tout un poème. Ces vidéos, j'adore les tourner, j'adore les regarder, les consommer, mais clairement ce sont des vidéos qui ne fonctionnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je vous l'ai déjà dit et c'est pas du tout pour me plaindre. La preuve, c'est que je continue à les faire parce que pour moi, c'est l'essence quand même d'une chaîne Booktube. Je comprends que les book hauls et tout ça fonctionne à fond. Moi, j'adore ça, mais c'est vrai qu'il y a un espèce de néant autour des bilans lecture. Je sais pas pourquoi vraiment. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est peut-être tout simplement YouTube qui les met moins en avant. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous aimez les bilans lecture, n'hésitez pas à partager le mien et évidemment les vidéos bilan lecture des autres créatrices de contenu pour nous soutenir. N'hésitez pas à laisser un ou plusieurs commentaires. Il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, il n'y a jamais aucune obligation, mais je vous le signale. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément automatique et je le conçois. Ça l'était pas du tout pour moi avant de faire moi-même des vidéos. Maintenant, je le fais de manière automatique. Dès que j'ouvre une vidéo, je like la vidéo. Donc, voilà, écoutez, ça ne m'empêchera pas de continuer les bilans lecture. Moi, j'adore ça. Donc, j'en ferai tant que j'aurai l'envie d'en faire. Je vais maintenant passer au sujet principal de cette vidéo parce que j'ai fait une très longue introduction. J'espère que je vous aurai pas perdu dès le début. Bref, on va attaquer avec mon premier bilan de lecture du mois de juillet. Je vais scinder le bilan lecture du mois de juillet en 2 vidéos parce que finalement, il n'y a pas tant de lecture que ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en sachant que dans les 9, il y a quand même pas mal de graphiques que je vais regrouper par série. Voilà, et vous savez que les mangas, je n'étale pas beaucoup mon avis parce que je trouve que c'est très compliqué. En fait, je pense que pour faire un format intéressant concernant les mangas, parce qu'on me l'a déjà demandé en commentaire et je suis pas du tout opposée à la chose, mais il faudrait que ça soit une série de mangas qui soit très très avancée, soit terminée et surtout que je les lise pas au fur et à mesure de leur publication, parce que forcément je perds des choses. En fait, il faudrait que je les enchaîne un peu, par exemple comme j'ai fait avec les carnets de l'apothicaire. Là, je pourrais vous faire une vidéo parce que je les enchaîne, j'ai lu de manière rapprochée dans le temps, mais c'est vrai qu'il y a des mangas, je les ai lus de manière trop éparpillée et du coup il faudrait que je les reprenne du début. Bref, c'est autre chose, je pourrais toujours vous faire ça dans tous les cas, je n'exclus absolument pas l'idée. On va commencer avec ma première lecture de juillet qui était Les Fauteurs d'ordre de Jean-Philippe Jaworski, qui a écrit cette nouvelle extrêmement courte juste après les... J'ai un doute, je crois que c'était des européennes, c'était les européennes. Donc c'est un texte très court qui va parler de montée de fascisme et d'extrême droite avec, c'est plus ou moins ouvert en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour comprendre de quoi on parle. On suit un personnage qui est très engagé dans la propagande de son gouvernement et qui va, sans aucune hésitation, accuser à tort des gens, les torturer pour leur extraire des informations. Et donc nous on suit ce personnage sur très peu de pages, donc je ne vais pas développer mon avis. C'est un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il est engagé, parce qu'il est intéressant, parce qu'il est d'actualité et parce que en fait c'est la plume de Jaworski avec laquelle moi personnellement j'accroche. C'est un texte très court, très bien écrit, qui a une fin surprenante, oui et non, quelque part non, mais en même temps oui, que j'ai beaucoup aimé et qui montre totalement les dérives des mouvements d'extrême droite, des dérives des dictatures et du fascisme en fait, le tout dans un univers un petit peu de fantaisie comme ça. Enfin, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous en parler longuement pour la simple et bonne raison, encore une fois, que c'est extrêmement court et que c'est un investissement en termes de temps qui est minime. N'hésitez pas à découvrir ce texte, que ce soit en l'achetant, que ce soit en l'empruntant en médiathèque ou en le faisant tourner entre vous. N'hésitez pas à vous pencher dessus, c'est un texte qui est intéressant. C'est une entrée en matière aussi, peut-être dans l'univers de Jaworski, dans sa manière d'écrire, etc., qui est assez peu coûteux en termes d'investissement, ce qui n'est pas forcément le cas des sagas qu'il a sorties qui sont à rallonge et gigantesques. Donc penchez-vous sur ce texte que moi j'ai trouvé vraiment très chouette. Ensuite, dans le cadre de l'Explora Livre, nous avons lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, je crois, que j'ai donc lu en VO, en anglais. Mexican Gothic, c'est un roman gothique.
C'est un roman d'horreur gothique qui reprend les codes classiques du gothique, à savoir le manoir dans la brume, très très loin du reste de la civilisation, avec un cimetière dans le parc du château. Bref, ça reprend vraiment tous les grands codes du gothique tel qu'il a été pensé au XVIIIe siècle, je crois. Vraiment, on a les grands éléments, sauf qu'on est dans une époque plus contemporaine de la nôtre que le gothique d'origine. Donc ça se passe pas exactement à notre époque à nous, c'est peut-être milieu du 20e, quelque chose comme ça. Et on suit une jeune femme qui va recevoir, en fait son père va recevoir une lettre d'une cousine, je crois, qui en gros demande plus ou moins de l'aide parce qu'elle est malade, qu'elle ne va pas bien depuis qu'elle s'est mariée et qu'elle est partie dans le manoir de son mari. Donc notre jeune héroïne va partir pour au début juste aider sa cousine qui semble être malade, en tout cas d'un point de vue mental, ne pas aller bien. Et évidemment, elle va mettre les pieds dans la bouillasse parce que c'est un manoir assez mystérieux, assez angoissant, avec des membres, des individus très très inquiétants. C'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. Je vous avoue que j'en garde un souvenir assez lointain. Je me souviens que sur le moment j'étais assez mitigée, sans pour autant avoir détesté. J'avais trouvé des points intéressants à ce bouquin, notamment le personnage principal, donc la jeune femme que j'avais plutôt appréciée et trouvée très bien écrite et assez bien construite. Mais je me souviens qu'il y avait des choses que j'avais beaucoup moins aimées. Ceci étant dit, c'est vraiment assez vague. Je pense que dans les points que j'avais moins aimés, j'avais été assez peu convaincue par la fin, que j'avais trouvé peut-être... je trouvais que ça révélait trop de choses et en fait pour moi le fantastique ça fonctionne aussi sur tout ce qui n'est pas dit. Et quand on a une situation d'horreur fantastique et qu'on vous en dit trop, et ben ça casse le côté angoissant et mystérieux à la chose, et c'était le cas ici. Il y avait trop de révélations, trop d'explications, alors qu'en restant peut-être dans quelque chose d'un peu plus brumeux, d'un peu plus obscur, ça aurait mieux fonctionné. J'ai trouvé qu'il y avait des passages clairement dégueux, vraiment, vraiment dégueux, qui tiennent du body horror, mais moi j'aime bien ça. Donc je me souviens que j'avais trouvé ça dégueu, mais ça fonctionnait dans l'ambiance, ça allait dans le truc et ça ajoutait quelque chose à l'ambiance qui est très poisseuse. Il y avait, enfin vraiment, l'ambiance était très réussie dans l'ensemble de mémoire. J'avais bien aimé le personnage principal, mais en fait je pense qu'il y avait des passages qui étaient un peu longués, la situation était un peu longue à s'installer et il y avait un peu des facilités scénaristiques. Je vous avoue que j'en ai un souvenir qui est vraiment très lointain, c'est vous dire si ça m'a marqué. Ceci étant dit, ce que j'en garde à l'heure actuelle, et vous pourrez comparer avec le vlog où j'en parle, voire avec le live où on en a parlé toutes ensemble, c'est que c'était pas une mauvaise lecture, c'était intéressant. J'en garde vraiment cette sensation d'ambiance brumeuse, poisseuse, dérangeante et glauque, mais j'en ai vraiment pas un souvenir impérissable. Par contre, je me rappelle de ce qui se passe dans l'ensemble, je me rappelle de l'histoire, sans pouvoir non plus être hyper précise. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire, c'est un bilan qui est peut-être un peu allusif. Si vous avez envie de lire quelque chose qui soit dans du gothique, dans de l'horreur, avec du fantastique, qui soit dérangeant, qui soit crado, même parfois, ça peut fonctionner avec vous. Tentez-le. Plein de gens ont aimé ce bouquin et je le comprends parfaitement. Moi, je pourrais pas dire que j'ai pas aimé ou que j'ai détesté, très loin de là, mais j'en garde pas quelque chose d'incroyable dans mon esprit. En juillet, j'ai lu les tomes 10 et 11 de Frieren. J'ai toujours le tome 12 à lire. Pourquoi j'ai lu les 10 et 11 ? Parce que les 10 et 11 concluaient, en fait, une espèce de comment ça s'appelle ? J'ai perdu. D'arc narratif. C'était un arc narratif à part entière, donc j'ai lu les 10 et 11 qui concluaient un arc narratif qui était très intéressant et je me suis gardé le 12 pour enchaîner avec le 13 qui sort début décembre très bientôt et j'ai hâte. Bref, c'était très très bon, vraiment, j'ai adoré cet arc narratif, j'ai trouvé que c'était passionnant, ça permet d'en apprendre plus sur l'univers, ça permet d'en apprendre plus sur certains personnages aussi et ça nous permet de découvrir encore une fois le potentiel incroyable de Frieren et de Fern et j'ai adoré ça. C'est vraiment Frieren pour moi, c'est un excellent manga parce que même dans les tomes où il se passe moins de trucs, où il y a moins d'action, c'est très très bon. C'est toujours très bon. C'est, je pense, le meilleur manga en termes vraiment d'émotions, de sentiments, de nostalgie, mais aussi d'action, de badass et d'histoire, c'est certainement le meilleur manga que je lis. Il n'y a aucun tome que je trouve ennuyeux, il n'y a aucun tome qui me désintéresse, où je me dis ouais bon celui-là, bon c'était sympa mais pas plus, ça n'arrive jamais. J'ai adoré chacun des tomes de cette saga, j'adore Frieren, c'est vraiment le meilleur manga, probablement mon manga préféré,
de tous ceux que je peux lire parce que vraiment il est très constant et en même temps je trouve que le ou la mangaka, je ne sais plus, réussit à faire des choses où il y a des pics d'action et des moments où c'est plus calme, mais même quand c'est plus calme, du coup c'est l'occasion de développer la construction des personnages, l'univers, enfin c'est excellent. Donc très bon arc narratif sur ces tomes 10 et 11, peut-être dès le 9 d'ailleurs, je ne sais plus, c'était très chouette. Là j'ai hâte d'enchaîner, mais vraiment j'attends le 13 pour enchaîner 12 et 13 parce que j'ai peur de commencer encore une fois un arc narratif. Et voilà, donc je voulais pas enchaîner, j'ai peut-être bien fait, peut-être pas du tout, peut-être que le 12 sera un tome beaucoup plus calme, il se passera que des séries de petites actions et que le tome se suffira à lui-même, mais dans le doute, j'en aurai 2 d'affilée à lire et ça me réjouit. En juillet, j'ai lu le 4e et dernier volume de la saga Pierre d'Angle, donc les royaumes de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un tome qui n'a pas fait totalement l'unanimité, alors je pense qu'on a tout aimé, mais on n'était pas totalement d'accord. C'est un tome un 4e tome, un dernier tome surtout, donc c'est un tome de résolution. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a un début, je dirais peut-être une première moitié, voire 2/3 assez lent, où vraiment vous vous demandez comment ça va pouvoir se conclure, et une très grosse accélération sur la fin. C'est typiquement le genre de choix de construction qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment quand la résolution arrive de manière beaucoup plus progressive. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé parce que toute la partie plus lente permettait de développer des choses par rapport à certains personnages et de parler de traumatisme et de parler de santé mentale et de parler de deuil et de parler de plein de choses. Et cette fin assez rapide, en fait, fonctionnait assez bien avec le personnage que l'on suit sur la fin. J'ai encore une fois adoré la plume, j'ai encore une fois adoré les différents jeux de l'autrice entre des scènes très théâtrales avec des dialogues et des échanges assez rapides, typiquement du théâtre à la Molière, des passages beaucoup plus tristes et dramatiques, des passages vraiment très tournés sur la nostalgie, sur quelque chose de très mélancolique, des passages d'action. Enfin, pour moi, c'est très complet, c'était très chouette. J'ai vraiment adoré ce tome. J'ai adoré la conclusion, j'ai adoré tout ce qu'on apprenait sur cette fin de saga. J'ai adoré la conclusion finale qui était excellente et que je ne peux que valider à 100%. Vraiment, c'était pour moi un excellent tome. J'ai aimé cette saga de bout en bout. J'ai été totalement happée par l'univers de Pascal Quivigé, par sa plume, par ses choix, par la construction de ses personnages. Je tiens tout de même à souligner, parce que c'est intéressant, une personne que je suis sur Instagram et je ne sais plus qui, l'atelier littéraire je crois, qui disait qui n'a lu que le premier tome et qui disait qu'il y avait un traitement du racisme qui était peut-être pas suffisant, et je pense que c'est juste parce que effectivement c'est assez binaire, ça veut dire qu'il y a les méchants qui sont racistes et les gentils qui ne le sont pas, alors que par définition dans une société raciste et avec un racisme systémique où il n'y a pas de personnes non blanches, toute la société l'est à différents niveaux, de différentes façons, mais cette espèce de manichéisme entre les méchants racistes et les gentils qui ne sont pas racistes, c'est peut-être un peu léger. Je suis d'accord, c'est vrai, je pense que le traitement du racisme et de l'esclavagisme est clairement insuffisant, mais après, encore une fois, on est sur une personne qui n'est pas directement concernée par la chose. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est toujours insuffisant malheureusement, le travail sur le racisme, le sexisme, le patriarcat, sur l'homophobie, sur la transphobie, voilà, c'est très souvent toujours insuffisant. Après, ça n'a pas pour autant pour moi gâché ma lecture. Ceci étant dit, si vous êtes une personne concernée, que vous avez lu la saga, dites-moi ce que vous en pensez. Je prendrai bien entendu votre avis sur le sujet en compte, et je tiens quand même à vous le signaler, en fait, tout simplement, c'est peut-être effectivement insuffisant de cet aspect-là. En juillet, j'ai eu le grand plaisir ou le très grand déplaisir de lire Oli de Stephen King, qui était une catastrophe. J'ai détesté ce bouquin. Je pense que je peux dire que je l'ai détesté. Autant des fois c'est juste bof, autant là je pense que je peux dire que j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors j'ai pas détesté parce qu'en soi c'était pas, je l'ai pas détesté parce qu'il était problématique, mais juste c'était chiant comme la pluie. J'ai failli crever d'ennui en lisant ce livre. Je me suis ennuyée, j'ai tellement levé les yeux au ciel en lisant ce bouquin, ça a été une catastrophe. Oli fait partie des Goodreads Awards de 2024. Je crois que c'est celui qui est arrivé en premier dans la catégorie, je crois que c'est thriller. Non, ça doit pas être thriller. Bon bref, peu importe, je vous remettrai ça là. Si c'est ça le meilleur,
mais qu'est-ce que c'est les autres? Franchement, je suis à ça de lire les 2 suivants là pour voir ce que ça donne. Enfin bon, je suis désolée, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous, j'en suis ravie, y a pas de problème avec ça. En juillet, j'ai lu le premier volume de Gods of Men de Barbara Kloss en lecture commune avec Natcha, que m'a offert Marion je sais plus quand, tiens. Ah si, je me rappelle, elle me l'a offert à l'occasion d'un colis qu'elle voulait envoyer à Pénélope. Bref, donc merci Marion, grâce à toi j'ai pu découvrir Gods of Men et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avoue que j'ai lu ce premier tome dans une période qui n'était pas idéale. Je pense que c'était en plein pendant le déménagement ou juste avant, juste après, mais ça a été compliqué. Et du coup, j'ai des souvenirs assez compliqué de ce premier tome, d'autant que sous ces airs de petite saga un peu légère, un peu young adult, ben pas tant au final. C'est assez riche en termes de world building, en termes de nombre de personnages, de points de vue de personnages. C'est riche en termes d'histoire parallèle aussi parce qu'on suit différents royaumes avec différents enjeux, même si ça converge vers un tout, voilà. Mais il y a quand même pas mal d'enjeux, du coup pas mal de noms, pas mal de lieux, pas mal d'actions. C'est quand même assez riche et complexe. Honnêtement, c'est très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc nous on suit Imari, qui est une jeune princesse illégitime qui va dès le début, c'est dans le prologue, faire de la musique avec une flûte que lui a offert son frère, et malheureusement en jouant de la musique elle va tuer sa petite sœur parce qu'elle est une liagée. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle fait partie d'un peuple un peu particulier. Pour protéger sa fille, le roi, le tsar, va l'envoyer loin, va l'exiler parce que sinon elle est condamnée à mort. Donc nous, ça c'est le prologue, c'est vraiment la base de l'histoire. Nous on va suivre Imari des années plus tard, qui a changé de prénom, qui vit dans une espèce de village pourri, miteux, vraiment angoissant, dans une espèce de forêt où la nuit il faut pas sortir parce qu'il y a des créatures d'ombre qui se baladent et tout le monde le sait. Elle est apprentie soigneuse avec une vieille femme qui l'a prise sous son aile et on va la suivre dans l'après en fait, c'est-à-dire le moment où tout bascule parce qu'on vient la chercher en lui demandant de l'aide pour sauver le roi d'un autre royaume, le roi qui n'est pas son père et qui est un royaume un peu ennemi du royaume de son père et où les liagés sont aussi traqués et tués. Donc Imari, dans tous les cas, où que ce soit, elle est dans la merde, il faut absolument pas qu'on découvre qu'elle a des pouvoirs. En même temps, elle va être un peu obligée de partir pour diverses raisons et elle va le faire, mais ça va évidemment mettre sa vie en danger parce qu'elle est un peu traquée et un peu recherchée aussi. Je vais pas vous en dire plus, je peux juste vous dire qu'on suit un personnage masculin en parallèle qui est un prince qui n'est pas l'héritier du coup de l'autre royaume qu'on appelle le loup, qui est un petit peu l'enfant de la fratrie royale qui serait le bras armé, l'espèce de milice un petit peu du royaume avec un petit contingent d'hommes surentraînés, et eux sont les tueurs de liagés. Ça veut dire que eux ils traquent les liagés pour les tuer, et évidemment c'est lui qui va venir chercher Imari pour sauver son père. Donc vous avez les enjeux, c'est vraiment le tout début, ça ne spoile rien, il se passe mille et une choses. C'est un tome, ce premier volume, qui va être beaucoup dans le voyage, le côté traque, chasse, s'enfuir, même si sur la fin il se passe d'autres trucs. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'est très chouette, ça se lit très bien, c'est hyper intéressant, mais il y a beaucoup de noms et je pense qu'enchaîner les tomes n'est pas une mauvaise idée parce que ça va très vite d'oublier les noms, parce que c'est en plus des noms évidemment pas forcément des noms que nous on connaît et qu'on utilise, c'est la fantaisie, c'est logique, mais du coup très vite vous confondez les noms. Moi je me suis retrouvée à confondre différents personnages un peu sorciers comme ça, je savais plus qui était qui, enfin bon voilà. Du coup depuis j'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé également, mais je vous invite à découvrir cette saga. Très honnêtement, c'est une très chouette saga. C'est peut-être, somme toute, on pourrait dire un peu classique dans l'histoire en elle-même. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a des choses très originales par certaines touches qui sont très sympas, notamment par le côté magie, par la musique, par aussi les protagonistes en eux-mêmes, en tout cas le protagoniste d'Imari, qui n'est pas tant cliché, qui n'est pas un stéréotype de jeune fille, voilà, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est très sympa. Et je pense qu'en décembre, on lira le 3e et dernier tome, du coup avec Emmeline qui s'est joint à nous pour la lecture du second tome. En juillet, j'ai commencé encore une autre saga, c'est la saga L'Empire d'écume de, je ne sais plus, j'ai le tome 2 dans ma palle, que je voulais absolument enchaîner et je l'ai pas fait, et je vais le lire bientôt parce que vraiment j'ai très envie. En gros, l'Empire d'écume, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est quand même assez connu, ça a fait quand même du bruit quand c'est sorti, c'est publié chez Big Bang. Et on suit un univers où l'empereur, pour
avoir le contrôle et pouvoir pratiquer la magie, prélève chez chaque enfant de, je sais plus, 8 ou 10 ans, un petit bout d'os derrière l'oreille. C'est une opération qui est, somme toute, qui peut être en tout cas très dangereuse, parce que si vous percez mal, en fait, juste, il y a le cerveau en dessous, et il y a un certain nombre d'enfants, malheureusement, qui décèdent, même d'infections et compagnie. Et voilà, c'est une magie qui n'est pas très bien vue par les gens, bien évidemment, d'autant que quand on a cette petite part de vous, on possède une part de vous littéralement, je veux dire d'un point de vue magique, on peut vous contrôler, voilà, donc les gens sont pas fans, mais n'ont pas tellement le choix puisque c'est l'empereur. On va suivre principalement 2 personnages, un personnage pirate, mais pas vraiment pirate, je sais plus comment, bref, un peu pirate on va dire, un peu contrebandier, voilà, un contrebandier qui va se retrouver à devoir, un peu malgré lui, sauver une petite créature qui se noie dans l'eau, au moment où en même temps il sauve un petit garçon qu'il n'avait pas forcément décidé de sauver, mais il le fait quand même, et lui, sa quête personnelle, c'est de retrouver sa fiancée qui a disparu il y a très longtemps, qui a été enlevée, et tout le monde n'a aperçu qu'un bateau noir ou rouge, je sais pas, qui filait extrêmement vite, tellement vite que lui soupçonne que c'est de la magie. Donc il est dans cette quête-là, avec en même temps un pied un peu dans cette espèce de rôle de sauveur qui va lui coller très rapidement à la peau dans le bouquin. On suit en parallèle la fille de l'empereur, qui est sa fille légitime, et qui est un petit peu en compétition avec un enfant adopté, comme ça peut se faire dans ça pouvait se faire dans certaines cultures. Vous prenez sous votre aile un enfant qui devient potentiellement votre héritier légitime, voilà. Donc elle est un peu en compétition avec ce garçon, parce que tous deux essaient d'apprendre la magie d'os, sauf que manque de peau, quand elle était petite, elle a eu une grave maladie qui lui a ôté tous ses souvenirs. Et donc le père, l'empereur, les met en compétition, et c'est pas évident pour elle, donc elle essaye de trouver des solutions pour retrouver ses souvenirs, ou faire semblant d'en avoir pour que son père fasse d'elle son héritière tout simplement, et un peu de considération pour elle aussi. Il se passe beaucoup de choses dans ce bouquin, très honnêtement. C'est aussi un bouquin qui est assez riche, où il y a quand même pas mal de points de vue, il y a pas mal d'actions, pas mal de révélations au fur et à mesure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je comprends qu'on puisse ne pas accrocher, ne pas trouver ça incroyable. Vraiment, avec moi, ça l'a fait, parce que j'ai beaucoup aimé, en fait, l'ambiance. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, que j'ai trouvé assez intéressants. Et notamment, les 2 protagonistes que je vous ai présentés, il y en a d'autres. Je vais pas vous parler de tout le monde, sinon on va pas s'en sortir. Ces 2-là, moi, m'ont vraiment bien plu. La jeune femme, parce que elle a une évolution intéressante, je trouve, et l'homme, parce qu'il est très attachant, en fait. Il est très attachant dans sa quête, dans cette espèce d'empathie qui le fait qu'il se retrouve dans des situations qui le dépassent un peu, et voilà, et en même temps il fait le mec un peu qui n'est pas empathique et qui est froid, mais on voit bien que non. Enfin voilà, c'est des personnages assez attachants, assez intéressants. L'histoire est chouette, moi j'aime beaucoup l'univers, je trouve ça assez original. On va petit à petit, je pense, développer cette histoire d'espèce de dragon d'eau, et j'ai hâte de voir où ça va aller. Donc voilà, je continuerai ça avec grand plaisir. J'ai la suite dans ma palle, je n'ai pas d'excuses, si ce n'est que j'ai beaucoup de livres à lire et que je peux pas tout lire en même temps. Dernier, j'ai écrit un truc, j'arrive même pas à me relire. La femme de ménage, ok. J'ai lu La femme de ménage. Alors ça aussi, c'était dans le cadre... C'était le tome 1. Non, c'était le tome 2. Donc ça, c'était dans le cadre de rien du tout. On a lu avec Emeline La femme de ménage par curiosité. On l'a lu toutes les 2 en anglais, je crois. Je ne sais plus, moi je l'ai lu en anglais. Je sais plus, mais je crois qu'Emeline aussi. Mais je ne suis plus certaine de ce que je vous avance. En tout cas, on s'en fiche puisqu'on l'a lu. Donc, ce tome 2. Alors, que vous dire ? Donc, on retrouve le personnage de... Je sais plus comment elle s'appelle, tiens. Millie. On retrouve le personnage de Millie un certain temps après la fin du tome 1, chose assez intéressante, parce que du coup c'est vraiment totalement différent. Ça veut dire qu'on a le background de ce personnage, mais on retombe pas dans une réelle suite. C'est plutôt pas mal, je trouve, dans l'ensemble, même si on a envie de savoir ce qui se passe juste après. Et en fait, on la retrouve dans une situation un petit peu compliquée, parce qu'elle est toujours entre différents petits boulots, c'est toujours pas trop évident pour elle, même si elle s'en sort mieux que dans le tome 1 où elle sort littéralement de prison. Donc on suit Millie qui va en fait se faire renvoyer de son job dès le début, et qui va chercher un autre job, qui va en trouver un qui semble idéal, qui est très bien payé, où elle a pas grand chose à faire, si ce n'est les repas qu'on lui demande de faire, les courses et un peu de ménage dans une maison qui est extrêmement propre de base. Donc voilà, pour elle c'est le taf idéal, sauf que l'époux qu'elle va rencontrer lui dit ma femme ne va pas bien, elle est malade, mais du coup vous n'avez absolument pas le droit d'aller la voir. Si vous la croisez, voilà, mais vous n'avez pas le droit d'aller taper à sa porte, vous n'avez pas le droit d'aller la déranger d'une quelconque façon que ce soit. Et évidemment
c'est un gros red flag, on est d'accord. D'autant que je crois que petit à petit, elle va entendre des bruits bizarres, genre la femme qui sanglote, enfin voilà. Et que évidemment, Millie va essayer de savoir ce qui se passe. Je vais pas vous en dire plus. C'était un tome qui était pas incroyable. C'était pas franchement mauvais, mais c'était pas incroyable. Parce que c'est assez prévisible dans une certaine mesure. La fin est peut-être un petit peu plus surprenante, mais on le sent un peu arriver quand même. Mais ça repose moins sur la grosse triche sur laquelle reposait le tome 1. Voilà. On n'est pas sur une grosse triche comme ça et du coup c'est moins agaçant. Après moi je trouve ça assez divertissant dans l'ensemble honnêtement parce que c'est facile à lire en anglais, parce que voilà c'est pas désagréable, c'est pas follement surprenant. Est-ce que j'ai plus ou moins bien aimé que le tome 1? Je sais pas trop, je trouve que l'ambiance était beaucoup moins réussie que dans le tome 1. Dans le tome 1 il y avait quand même ce côté un peu huis clos qui était angoissant, c'est pas le cas ici. Donc l'ambiance est moins réussie, mais après j'ai trouvé que le personnage de Millie était plus dans la sororité que dans le tome 1 où elle était vraiment grossophobe et c'était pas cool. Le tome 2 elle est un peu plus dans cette idée de sororité, je trouve ça je pense que l'autrice essaie de véhiculer des messages un peu différents, peut-être que de ce point de vue là c'était plus intéressant. Honnêtement ça vaut pas sa hype, honnêtement vous pouvez ne pas le lire, ça va pas changer votre vie. Moi j'ai lu dans le cadre des Goodreads Awards, donc c'est celui-là qui arrive en premier en thriller je crois, thriller psychologique. Franchement, encore une fois, je suis très moyennement d'accord avec le classement des Goodreads Awards. Si ça, c'est le meilleur thriller de l'année, qu'est-ce que c'est les autres, quoi? Parce que franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus, hein. Très honnêtement, c'était pas ouf. C'était pas franchement mauvais, mais c'était pas ouf. J'étais contente de lire parce que ça m'a fait mon petit quota de lecture en anglais et surtout de lecture vraiment facile en anglais. C'est pas désagréable. Ça a ce côté page turner qui fait qu'on le dégomme en une demi-journée, mais c'est pas un truc qui va rester laisser des souvenirs impérissables. C'est pas fou, quoi. J'ai pas grand chose à ajouter sur ce bouquin, très honnêtement. Voilà, c'est tout pour cette première moitié de bilan de juillet. Je vous tournerai la suite dans les jours à venir, mais je cale ça entre toutes les vidéos qu'il faut que je sorte, voilà. Mais bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les avez aimés ou pas, et pourquoi. Ça m'intéresse bien évidemment. Et puis voilà, écoutez, pas grand chose de plus à ajouter. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre présence et votre bienveillance. Je vous souhaite donc une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!